Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, de nous accueillir chez vous aujourd'hui dans le cadre de la grande interview que nous réalisons depuis un certain temps avec les personnalités de la République. Malijet et ses internautes sont très heureux pour cet honneur et vous remercie surtout pour votre disponibilité. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département stratégique, le département de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour qui connaît l'importance de la question de l'emploi dans un pays comme le nôtre, on imagine bien que c'est un challenge pour vous. Tout à fait. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'équipe de Malijet. C'est vrai que quand j'étais à l'extérieur, j'étais aussi un lecteur assidu du site. Donc je voudrais vous saluer et à travers vous saluer aussi tous les internautes qui ne manqueront pas de faire chacune ses commentaires sur cette interview. Bien entendu, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, travailler sur les questions d'emploi, c'est un véritable challenge. Mais je pense que nous avons un certain nombre d'atouts qui nous aident beaucoup. J'ai une équipe dynamique. Moi-même, dans différents organismes nationaux et internationaux, j'ai été vraiment exposé aux questions liées à l'emploi. Et en même temps, je sais que le Mali fournit beaucoup d'efforts en tant que pays pour promouvoir l'emploi en général et en particulier l'emploi des jeunes, à travers notamment toutes les ressources qui sont allouées à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ, à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle à l'apprentissage FAFPA, à travers aussi l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE. Mais en même temps, nous avons été très agressifs sur la mobilisation des ressources externes, notamment à travers de grands programmes de plusieurs milliards avec l'Agence française de développement, avec le Fonds international pour le développement agricole, avec également la Banque mondiale qui vient de nous octroyer un peu plus de 31 milliards et demi de francs CFA pour promouvoir l'emploi des jeunes. C'est un challenge, mais nous avons quand même des atouts pour le relever. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a promis lors de la campagne présidentielle la création de 200 000 emplois pendant ce quinquennat. Et en tant que cheville ouvrière de la politique de l'emploi au Mali, comment votre département compte s'y prendre? Je pense effectivement que le président de la République nous a lancé un défi important en nous demandant de diriger cette promesse électorale qu'il a faite de créer 200 000 emplois. Les 200 000 emplois, en réalité, on peut les atteindre à travers un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place. Vous savez que la question de l'adéquation de l'emploi et de la formation professionnelle est une question cruciale pour toutes les nations. Et donc, c'est tellement crucial que souvent les gens se focalisent plus sur le nombre de personnes qui n'ont pas accès au travail, plutôt que les emplois qui sont disponibles et qu'on n'arrive pas à pourvoir parce qu'il n'y a pas les compétences. Donc c'est la formation professionnelle qui permet, entre autres, bien sûr l'éducation, mais la formation professionnelle, qui permet de corriger ce déséquilibre-là. Donc de notre côté, nous sommes en train de travailler là-dessus, à travers la mise en place de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, pour savoir déjà les statistiques en matière d'emploi, parce que vous savez, souvent les chiffres ne sont pas très fiables. Donc nous avons un observatoire maintenant, nous allons mettre en place tous les outils qu'il faut pour faire ce travail-là. Une fois que nous savons ce que sont les défis en la matière, nous avons l'Institut national d'ingénierie de la formation professionnelle qu'on appelle l'INIFORM, qui va aussi faire des recherches sur la manière dont nous pouvons changer nos curricula pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Si ça c'est fait, ça peut beaucoup nous aider. Mais en même temps, je vous l'ai dit, l'État sacrifie beaucoup, se sacrifie vraiment pour pouvoir mobiliser les ressources et faciliter le travail. Et nous aussi, nous sommes en train de lancer 3 grands programmes structurants qui vont nous permettre de créer des dizaines de milliers d'emplois, notamment en milieu rural et dans les entreprises privées. Alors, quand on parle de votre département, on pense surtout à la question de l'emploi, alors que la formation professionnelle est aussi
importante, n'est-ce pas? Tout à fait. Effectivement, les gens, souvent même quand les gens nomment le ministère, ils disent le ministère de l'Emploi. Effectivement, parce que c'est vraiment ça que les gens ont à l'esprit. Mais en réalité, la formation est tout aussi importante parce que c'est la formation qui vous permet en réalité d'avoir accès à l'emploi. Donc, nous travaillons beaucoup sur cette question-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez le secteur de la broderie, si vous prenez le secteur de la cuisine, si vous prenez le secteur des BTP, les meilleurs artisans ne sont malheureusement pas maliens au Mali. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vraiment chercher des formateurs, de très bons formateurs, pour pouvoir former nos gens, pour que les produits qu'ils mettent à la disposition du public soient des produits de qualité. Donc, c'est un exemple que je donne par rapport aux défis liés à la formation. Donc, la formation est importante, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le développement rural, la formation professionnelle est vraiment cruciale. Alors, en tant que porte-parole du gouvernement, on voulait savoir si la parole est bien portée. Je ne peux pas me juger moi-même, mais je pense que nous pouvons faire mieux. J'ai pris le poste de porte-parole dans un contexte difficile. Et il faut dire aussi que même souvent la compréhension des autres par rapport à ma mission n'est pas très aisée parce que les gens pensent que le porte-parole ne doit intervenir que s'il y a des questions difficiles sur lesquelles personne d'autre ne veut intervenir, alors qu'en fait, on doit parler lorsque ça dépasse un seul ministère, le cadre d'un seul ministère. Donc, peut mieux faire, on va dire. Mais Monsieur le Président de la République a reconnu que la communication gouvernementale n'a pas marché. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui sera fait pour l'améliorer dans les jours à venir? Bon, je pense que, vous savez, il y a toujours des difficultés dans un monde de communication. Aujourd'hui, le monde appartient vraiment aux gens qui savent communiquer. Et, je crois que dans l'équipe, chacun était de très bonne foi, mais c'est vrai que souvent, des petits problèmes de coordination, des petits problèmes de consultation ont fait que les informations ont pu être contradictoires ou pas complètes. Je pense que pour moi, la manière dont on va l'améliorer, c'est déjà que le nouveau ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication va faire sortir une stratégie de communication gouvernementale. Et je pense que cette stratégie va nous permettre de savoir ce que sont les rôles des uns et des autres en matière de communication. Quand est-ce qu'il faudrait qu'un ministre intervienne, quand est-ce qu'il faut que ce soit le porte-parole, quand est-ce que le Premier ministre doit intervenir et quand, in fine, c'est Monsieur le Président de la République qui doit intervenir. Vous êtes un cadre du RPM, on voulait savoir aujourd'hui comment se porte le parti. Effectivement, je pense que les gens oublient souvent que je suis cadre du RPM. Beaucoup de gens pensent que je suis un technocrate froid. Donc je suis parmi les gens qui ont créé effectivement, avec le président de la République, le Rassemblement pour le Mali. Le parti se porte bien, et même très bien. J'avoue qu'aujourd'hui, avec la signature déjà de la plateforme de la majorité présidentielle, c'est quand même 62 partis qui sont, en fait 61 partis qui sont avec nous pour appuyer les actions de Monsieur le Président de la République. Cela montre déjà notre bonne santé. Et je pense aussi qu'au-delà de cela, nous n'en parlons pas très souvent, mais nous sommes bousculés partout à l'intérieur du pays et dans les grandes villes. Nous avons de nouveaux adhérents, des gens qui croient au projet présidentiel, qui viennent vers nous et nous allons les accueillir parce que notre objectif, ce n'est pas de dormir sur notre laurier. C'est vrai que nous avons conquis le pouvoir. Notre objectif, c'est de bâtir le parti le plus fort du Mali et qui puisse diriger pendant très longtemps ce pays-là pour le bonheur des Maliens. Ces derniers temps, la presse faisait écho d'un malentendu entre la première vice-présidente et le bureau politique national. Qu'en est-il exactement? Vous savez, moi, j'aime pas trop
moi, j'aime pas trop les rumeurs et des choses comme ça. Moi, je préfère aller sur tout ce qui est substantiel. Est-ce que les malentendus, c'est normal? Même dans nos familles, entre le père et l'enfant, il y a des moments où, bon, vous pouvez vous fâcher un peu, mais après, ça passe. Voilà. Vous avez tantôt parlé de la majorité présidentielle, justement. Finalement, c'est le vice-président du parti, le RPM, Boulkassou Maïdara, qui devient le chef de la majorité présidentielle. Alors qu'au départ, il était question du Premier ministre Moussa Mara. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait majoritaire qui s'est finalement imposé? Absolument. Absolument. C'est le fait majoritaire qui s'est imposé. Alors, récemment, nous avons lu dans la presse que vous étiez un Premier ministre, vous êtes un Premier ministre idéal. Est-ce que la primature vous convient? Au fait, vous savez, le président de la République m'a fait l'honneur de me choisir comme ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. 2-3 mois après, il a estimé que je pouvais être aussi porte-parole du gouvernement. Si effectivement il estime qu'il y a une fonction dans laquelle je peux servir le Mali sous son leadership, bien entendu, c'est lui qui décide, je le servirai, y compris si c'est sur des postes subalternes, directeur national, quelque part. Donc, pour moi, là où on pense que je peux servir le Mali, aider le président de la République dans sa noble et difficile tâche de développement de ce pays-là, il sait qu'il peut compter sur moi pour l'accompagner. Oui. Mais est-ce que c'est juste aujourd'hui que la primature échappe au RPM, d'autant plus que vous avez la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Je pense que lorsque le président de la République fait ses choix, moi personnellement, en tant que militant convaincu, je m'aligne derrière ses choix. Lui, assis, il voit des choses que nous, debout, nous ne voyons pas. Donc, je lui fais entièrement confiance. Et je fais confiance au Premier ministre parce que le président de la République l'a choisi. Et jusqu'à preuve du contraire, je continuerai à être loyal au choix du président de la République, donc à appuyer le Premier ministre. Alors, l'opposition vient de faire une démonstration de force le 7 septembre dernier au Palais de la Culture. Qu'est-ce que cela vous laisse comme impression? Vous savez, je pense que l'opposition est dans son rôle. Je l'ai dit, je le répète, tout ce que l'opposition a fait dimanche passé, c'est en réalité des résultats pour nous. Parce que ça veut dire que nous ne bâillonnons pas notre opposition. Nous aurions pu faire un contre-meeting pour pouvoir saboter leur meeting, on ne l'a pas fait. Nous avons laissé l'opposition s'exprimer. Donc en réalité, nous sommes de véritables démocrates et c'est parce que nous les respectons justement qu'ils ont pu faire leur manifestation sans s'inquiéter. Il y a quelques mois, c'était inimaginable que des gens puissent s'exprimer ainsi. Donc je pense que l'opposition est dans son rôle et nous respectons cela. L'opposition pense que le bilan d'un an de l'UECA est désastreux avec les scandales de l'avion présidentiel, le contrat d'équipement militaire, suspension de l'aide internationale, la perte des acquis au nord. Qu'en pensez-vous? Bien entendu, je ne sais pas, autant je suis d'accord qu'ils sont dans leur rôle de dénoncer certaines choses, mais dire que notre gestion a été désastreuse, je suis tout à fait en désaccord avec eux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pu réaliser dans un contexte très difficile, je dois l'avouer. Nous avons pu travailler sur toutes les questions de gouvernance. Nous avons lutté contre l'impunité en arrêtant des hauts gradés de l'armée. Personne ne pouvait l'imaginer il y a encore une fois quelques mois. Nous avons arrêté des magistrats et il ne s'est rien passé. Nous avons maintenant des contrats de performance avec le Premier ministre où nous sommes évalués sur une base mensuelle. Nous avons voté les lois de lutte contre la corruption. Nous avons amélioré le traitement des enseignants de différents corps de la fonction publique. Nous avons beaucoup travaillé sur la maîtrise
du prix des denrées alimentaires, y compris jusqu'à subventionner la viande pour que vraiment il y ait des améliorations au niveau du panier de la ménagère. Donc, sincèrement, nous avons fait beaucoup. Mais vous savez, quand vous transpirez sous la pluie, c'est difficile de le remarquer. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord avec les opposants, est-ce que vous ne sentez pas une certaine impatience chez le peuple malien? Oui, tout à fait. Je pense que l'impatience est tout à fait normale. Lorsque plus de 77% des Maliens qui ont voté ont décidé de porter leur confiance sur le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous mesurez aussi leurs attentes par rapport à ce que nous allons faire en tant que gouvernement. Donc, comme je vous l'ai dit, vraiment, nous essayons nous-mêmes dans notre comportement de changer les choses. Et c'est très difficile lorsque vous voulez opérer les changements parce que chaque fois que vous parlez des changements, quand ça arrange les gens, ils sont avec vous. Dès que ça ne les arrange pas, ils ne sont pas avec vous. Donc nous essayons quand même de répondre aux préoccupations des Maliens. La ligne est très claire. Tout ce que nous faisons doit concourir à améliorer les conditions de vie des Maliens et je vous ai cité certains exemples. La récente grève de l'UNTM et la grogne des ordures en commune 2 sont quand même des signes qui ne trompent pas. Oui, vous pouvez regarder ça sous cet angle. Si on prend la grève, vous le savez, ça fait partie des acquis démocratiques. Donc c'est tout à fait normal que si les travailleurs ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie, malgré les efforts fournis par le gouvernement, les 12 points d'accord sur 17, c'est normal que les gens aillent en grève en fait. Je pense que ce n'est rien d'anormal dans une démocratie. Et nous allons travailler à améliorer leurs conditions afin que les gens ne puissent pas aller en grève la prochaine fois. En ce qui concerne la grogne des ordures, vous savez que le ministre de la Solidarité a mobilisé des ressources financières. Et moi-même personnellement, je suis allé là-bas en commune 2 à Misra. Les gens m'ont vu dans les rues de minuit jusqu'à 4h30 du matin, diriger les équipes et nous avons, dans un esprit très soutenu, nous avons dégagé les ordures. Nous avons fait de la sensibilisation aussi, on a mobilisé les jeunes dans la nuit, une centaine de jeunes et nous avons pu dégager tout ça. Je pense qu'on va travailler aussi sur la sensibilisation. Mais il y avait beaucoup de défis par rapport aux ordures sur lesquels nous sommes en train de travailler et ces efforts-là vont se poursuivre. Alors, pouvez-vous citer un grand acquis de ce premier bilan du président Ibeka? Je pense qu'il y a déjà, sur la question du Nord, il y a déjà un grand acquis, c'est que nous avons signé la feuille de route. Nous avons signé la déclaration de cessez-le-feu. Nous avons organisé des élections législatives que personne n'a contestées. Nous sommes en train de travailler sur toutes les questions de gouvernance. Je vous ai parlé de la fin de l'impunité avec l'arrestation des militaires, l'arrestation des magistrats indélicats. Nous poursuivons tous les grands chantiers, les routes, tout ça là. Nous avons pu avoir la confiance de nouveaux partenaires encore. Mais bien entendu, j'ai l'humilité aussi de reconnaître qu'il y a encore des défis à relever. Ce que nous allons faire, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de justice, il y a encore des choses à réaliser. Alors, les Maliens sont en Algérie, il y a les discussions intermaliennes en Algérie. À quoi peut-on s'attendre? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation, mais je sens aussi que tout le monde est un peu fatigué de cette situation de mi-guerre, mi-paix. Tout le monde veut aller à la paix et une paix durable. Donc, sincèrement, je m'attends à ce qu'on puisse enfin signer des accords qui vont ramener une paix durable, véritable, dans toutes les parties du pays affectées par la guerre, par le conflit. Alors, la presse fait part de l'ouverture d'ambassades du MNLA dans un certain nombre de pays occidentaux. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? C'est une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire? Pour moi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'agitent
Et moi, je suis allé sur... je commence à lire le document sur The Art of Creating a State, qui est un document, ça veut dire l'art de créer un État, qui est un document de propagande édité par le MNLA. Et j'ai essayé de voir les contributeurs, les gens qui en sont les auteurs. Je pense que j'invite la presse à faire ces investigations. Ils vont découvrir qui sont réellement ces gens-là. Et ce n'est pas difficile. Il suffit de prendre chacun des noms et de les mettre dans Google. Et vous verrez les personnes, vous allez voir leurs photos. Et vous allez voir s'il y a du sérieux derrière. Donc pour moi, je ne m'agite pas, je ne m'inquiète pas pour ça, parce que l'ensemble des pays du monde, les Nations Unies aussi, ont décidé que l'intégrité territoriale du Mali, la forme laïque de la République, son indivisibilité ne sont même pas à négocier. Donc pour moi, ils font du bruit pour rien. Les gens qui sont derrière ça, ce sont des purs produits de la communication. Et je vais emprunter à un leader de l'opposition malienne une expression: la communication n'exclut pas l'action. Et pour moi, ils ne sont pas vraiment, ils sont juste en train de communiquer, mais il ne se passera rien du tout de ce côté, parce qu'aucun pays au monde ne va accepter ça, surtout dans un contexte où le Mali a prouvé sa bonne foi de négocier avec l'ensemble des parties prenantes à ce conflit. Monsieur le ministre, votre dernier mot? Mon dernier mot, donc, je suis vraiment content de cet entretien avec Maliguette. Je salue encore une fois l'équipe et les internautes. En même temps, je lance un appel à l'apaisement. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes dans un contexte où le pays a vécu une situation très difficile. Et personne n'a intérêt à ce qu'aujourd'hui on déstabilise le régime actuel, parce que, in fine, même si l'objectif c'est que eux ils puissent reconquérir le pouvoir, donc venir diriger le pays, ils n'ont aucun intérêt à venir diriger un pays qui souffre déjà, qui est par terre. Donc je pense que j'en appelle à tout le monde pour apaiser la situation dans un contexte, même avec les groupes armés, nous sommes en train de discuter, que les jeunes, les femmes, tout le monde travaille à ce que la situation soit apaisée. Ça ne veut pas dire que les opposants doivent rester comme ça, mais qu'ils le fassent vraiment dans un esprit citoyen, d'apaisement. Voilà, c'est l'appel que j'ai à lancer à tout le monde. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à la prochaine. Merci.